On a vu la régression linéaire bayésienne. Maintenant, comment est-ce qu'on obtient une régression qui est non linéaire, mais qui utilise le truc du noyau pour ne pas avoir à définir explicitement mes vecteurs phi de x. Alors ça, on a vu que pour l'apprentissage de la régression linéaire bayésienne, on calculait finalement la moyenne de la matrice de covariance de ma loi a posteriori sur mes W. Lorsque je fais une prédiction, bien, je prends la moyenne de ma gaussienne a posteriori, puis je la multiplie par mon entrée. Ça, c'est faire ma prédiction. Puis en plus, si je calcule ça, je vais avoir une variance sur ma prédiction, qui est un peu ma certitude dans ma prédiction. Alors, est-ce qu'on pourrait, dans les formulations qu'on a vues, on a explicitement phi de x, est-ce qu'on pourrait s'en débarrasser, encore une fois, en exploitant le truc du noyau? Ça nous permettrait, en fait, de ne pas avoir à définir explicitement un phi de x, juste choisir un noyau. Puis à ce moment-là, ben, je peux faire de la régression non linéaire de façon efficace, entre autres quand on n'a pas beaucoup de données. Ben, regardons l'expression pour mon vecteur moyen a posteriori, mu w sachant t, puis ma matrice de covariance a posteriori, sigma de w sachant t, que j'ai ici. Qu'est-ce qui arrive si, prenons simplement le cas de la moyenne, si je multiplie à gauche par phi de x? Donc x est une autre donnée, qui n'est possiblement pas dans l'ensemble d'entraînement. Là, je multiplie à gauche par la transposée de phi de x. Bien là, ça veut dire que ici, je vais multiplier par la transposée de phi de x. Je vais multiplier ça par phi majuscule transposée. Phi majuscule, c'est quoi? C'est une matrice qui contient phi de x1, phi de x2, phi de x3, donc toutes les phi de x dans mon ensemble d'entraînement. Si je fais la transposée de ça, ça veut dire que phi majuscule transposé, chacune de ces colonnes, c'est phi de x1, phi de x2, phi de x3, et ainsi de suite. Fait que si je multiplie une matrice dont les colonnes sont phi de x1, phi de x2, et ainsi de suite, si je multiplie à gauche par le vecteur phi de x transposé, le résultat, ça va être un vecteur qui contient finalement phi de x fois phi de x1, phi de x fois phi de x2, phi de x fois phi de x3, et ainsi de suite. Et là, je pourrais invoquer le truc du noyau puis remplacer les phi de x par une évaluation du noyau. Donc ça, c'est la première chose que je peux faire. Ensuite de ça, j'ai phi majuscule ici, multiplié par phi majuscule transposé. Mais encore une fois, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette matrice-là au complet, chaque élément, l'élément à la position n et m, ça va prendre phi de xn, puis le multiplier par phi de xm. Ça, je peux le remplacer encore une fois par le noyau. Ce qui fait que ça, je vais pouvoir le remplacer par ma matrice de Gram. Ma matrice qui contient toutes les évaluations de noyaux en toutes les paires de xn et xm. Puis si je fais ça, ben, je vais m'être débarrassé du phi ici, le phi majuscule ici. Je vais avoir une formulation totalement à noyau. Okay, donc, qu'est-ce que je vais obtenir comme, finalement comme transformation? J'avais dit qu'ici, ben, je pourrais remplacer ça par k de x. Là, j'ai le scalaire ici, 1 sur alpha, qui était multiplié. Mais ça aussi, je peux l'incorporer dans le fond dans mon calcul du noyau. Je vais supposer que mon noyau, en fait, ce qu'il calcule, c'est 1 sur alpha, qui est une constante positive, fois une représentation phi de x. Puis on a vu que multiplier un noyau par une constante positive, ça ne change pas la validité du noyau. Fait que finalement, je peux remplacer tous ces termes-là avec 1 sur alpha carrément par des termes qui correspondent à des évaluations de noyau. Fait que finalement, toute cette partie-là ici, fois phi de x transposé a été remplacé par ce que j'appelle k de x. K de x, c'est quoi? C'est le vecteur avec le noyau évalué entre x et x1. Son deuxième élément, c'est le noyau évalué entre x et x2, et ainsi de suite. C'est le vecteur qui contient toutes ces comparaisons-là. Puis, cette matrice-là ici, multipliée par 1 sur alpha, je l'ai remplacée aussi par la matrice de Gram. Puis, j'ai gardé ça ici. Donc, 1 sur bêta fois la matrice d'identité. Puis, j'ai ma cible ici, T. Okay, donc, j'ai maintenant une formulation de la prédiction qui utilise seulement le noyau. Puis, ensuite de ça, ben, si je fais la même chose, mais maintenant pour la variance de ma prédiction, ben là, je multiplierais par... donc, qu'est-ce que j'aurais? J'aurais phi de x à gauche et à droite qui est multiplié. Si je multiplie phi de x transposé par la matrice identité, ça me donne phi de x transposé. Puis maintenant, si je le multiplie à droite, ça veut dire que ici, ce que je vais avoir, c'est phi de x transposé fois phi de x. Ça, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal au noyau, puis multiplié par 1 sur alpha, que je vais avoir ici. Ça, c'est égal à quoi? Ben, c'est le noyau évalué entre x et lui-même.
Okay, donc ça, déjà, je vais pouvoir remplacer ça par le noyau entre x et lui-même. Puis ben, ce terme-là ici, en utilisant le même genre de truc dont on a parlé tantôt, je vais multiplier à gauche par phi de x transposé. Puis là, à droite, je vais avoir phi de x. Ça veut dire que 1 sur alpha fois phi de x transposé fois ma matrice phi majuscule, je vais pouvoir aussi la remplacer par mon vecteur k de x. Puis je vais pouvoir faire la même chose ici. Puis à l'intérieur, ça, je peux aussi la remplacer par ma matrice de Gram qui est k. Donc si je fais tout ça, ça me donne cette expression-ci pour ma variance prédictive. OK. Donc, j'ai 1 sur bêta qui était ici. Ça fois ça, dans ce terme-là ici, ça donne quoi? Ça donne mon évaluation du noyau de x avec lui-même. Puis ça, ben, c'est lorsque j'ai remplacé tous les phi qu'il y avait ici par des termes équivalents en noyau. OK? Alors, remarquez que la prédiction, si on vient, la prédiction que je fais, en fait, cette formule-là, c'est exactement la même formule que pour la régression en noyau qu'on a vue. C'est juste que ce qu'on avait, à la place d'avoir 1 sur bêta, on avait un hyperparamètre lambda ici. Ce qui fait qu'en fait, pour la régression linéaire, puis la régression linéaire à noyau aussi, la variante bayésienne, elle donne exactement les mêmes prédictions. Dans ce cas-ci, on n'aura pas vraiment combattu le surapprentissage en faisant une approche bayésienne. Tout ce qu'on va gagner, par contre, ce qui est quand même utile, qui peut être utile en pratique, c'est qu'on a un terme qui nous permet d'exprimer c'est quoi la confiance du modèle dans ses prédictions. Donc ça, au moins, on va pouvoir utiliser ça, en fait, en pratique. Donc, on aura toujours gagné ça. Donc, parfois, la version bayésienne a fait les mêmes prédictions, mais au moins, ce qu'on gagne, c'est qu'on peut aussi exprimer notre confiance dans notre prédiction, qu'on ne peut pas faire avec une approche où on fait juste optimiser la somme des pertes, comme on a fait jusqu'à maintenant. Donc, c'est ce que je dis ici. Donc, l'apprentissage bayésien, ici, ce n'est pas un avantage en termes de régularisation, mais ça donne un modèle un peu plus riche où on peut avoir une confiance sur nos prédictions.